Les peuples d'Afrique du Nord ont une histoire longue et riche. Beaucoup les connaissent sous le nom de Berbères. Ce terme, cependant, n'est pas originaire des gens eux-mêmes. Il a des racines complexes, liées au mot grec « barbaros », qui était utilisé pour décrire toute personne ne parlant pas le grec. Ce terme a ensuite été adopté par les Romains comme « barbarus » et a finalement trouvé son chemin en arabe sous le nom de « barbare ». Pendant des siècles, les Européens ont désigné toute la côte nord-africaine comme la côte des Barbaresques. Ce nom, avec ses connotations historiques d'être étranger ou incivilisé, a longtemps été une source de malentendus. C'est une étiquette appliquée de l'extérieur, pas un nom choisi de l'intérieur. Le vrai nom que ces peuples indigènes utilisent pour eux-mêmes est Amazigh pour un homme, Tamazight pour une femme, Imazigen pour le peuple, collectivement. Le sens de ce mot est profondément significatif et capture l'esprit de leur identité. Dans leur propre langue, le mot Amazigh se traduit par « homme libre » ou « noble ». Cette autodésignation contraste fortement avec l'étiquette berbère imposée de l'extérieur. Elle témoigne d'une valeur culturelle profondément ancrée de liberté, d'indépendance et de dignité. Choisir d'utiliser le mot Amazigh est plus qu'une simple préférence linguistique. C'est, vous savez, un acte de reconnaissance de leur identité selon leurs propres termes, et un signe de respect pour leurs longues histoires en tant que peuple libre d'Afrique du Nord. Cette distinction entre berbères et amazigh est cruciale pour comprendre leur place dans le monde. Aujourd'hui, le peuple amazigh n'est pas confiné à un seul État-nation. Au lieu de cela, on le trouve sur une vaste étendue de l'Afrique du Nord, Tamazgha. Leurs communautés s'étendent de la côte atlantique à l'ouest jusqu'à l'oasis de Siwa, en Égypte à l'est. Les plus grandes populations résidant dans le Maroc et dans l'Algérie. Ils sont particulièrement présents dans le Rif l'Atlas et la Kabylie. On les trouve aussi dans le vaste désert du Sahara. Ces zones ont souvent servi de refuge naturel, permettant à leur langue et à leur culture de persister. Leur présence témoigne de leur résilience et de leur lien profond avec la terre. Au-delà du Maroc et de l'Algérie, d'autres communautés prospèrent ailleurs en Afrique du Nord, en Tunisie, l'île de Djerba, les montagnes du Sud, en Libye, les montagnes du Nefoussa, la ville oasis de Ghadamès. Plus au sud, les Touaregs habitent les grands déserts du Sahel, sud de l'Algérie, Libye-Niger, Mali-Burkina Faso. Leur mode de vie nomade ou semi-nomade a préservé une identité culturelle distincte. Chaque groupe partage un héritage linguistique, mais développe ses propres traditions et dialectes. La fragmentation du peuple amazigh à travers l'Afrique du Nord ne s'est pas produite par hasard. Elle est le résultat de forces historiques puissantes qui ont traversé la région au cours des millénaires. La première grande vague de transformation fut l'arrivée de l'islam, la langue arabe, à partir du 7e siècle. Le processus d'islamisation fut généralisé et la majorité des Amazighs adoptèrent la nouvelle foi. Cette conversion fut souvent accompagnée d'un processus d'arabisation, en particulier dans les centres urbains dans les plaines. De nombreuses communautés adoptèrent l'arabe comme langue principale pour l'administration, pour la religion, pour le commerce. Certains s'identifièrent progressivement comme arabes. Ce changement créa une division. Beaucoup en ville et dans les plaines s'arabisaient, tandis que les régions reculées et défendables comme les montagnes de l'Atlas ou le Sahara purent préserver le tamazight et leur structure sociale. Elles n'ont pas forcément rejeté l'islam, mais l'ont intégré à leur culture. Le peuple amazigh n'a jamais été isolé, eux. Leur histoire est celle d'une interaction constante avec les grandes civilisations du bassin méditerranéen. Pendant des milliers d'années, la côte nord-africaine a été un carrefour de culture, un lieu de commerce, de conflits et d'échanges. Bien avant l'ascension de Rome, d'autres peuples maritimes ont établi des contacts avec les populations amazighes locales. Les anciens Égyptiens ont enregistré des interactions avec les Libous, un groupe puissant de l'Ouest, considéré comme l'un des premiers peuples amazighs connus. Ces rencontres n'étaient pas toujours pacifiques, mais elles démontrent une connexion qui remonte à l'âge du bronze, montrant que l'Afrique du Nord faisait déjà partie d'un réseau régional plus large. Plus tard, les Phéniciens, un peuple marin du Liban actuel, ont commencé à établir des comptoirs commerciaux le long de la côte nord-africaine. La plus célèbre de ces colonies fut Carthage, fondée près de l'actuelle Tunis vers 814 avant notre ère. Alors que Carthage est devenue un puissant empire qui rivalisait avec Rome, elle a été construite sur des terres amazighs et dépendait fortement des relations avec les royaumes locaux. Les Carthaginois commerçaient avec les communautés amazighs, les recrutaient comme soldats pour leurs armées, se mariaient avec leurs élites.
Cela a créé une culture punico-amazighe unique, où les langues, les croyances religieuses et les coutumes se sont mélangées. Carthage n'était pas seulement une colonie phénicienne, c'était une métropole méditerranéenne façonnée par ses profondes racines africaines. À peu près à la même époque, les anciens Grecs exploraient également la côte nord-africaine. Ils ont établi une importante colonie à Cyrène, dans l'actuelle Libye, vers 630 avant notre ère. Des écrivains grecs, comme Hérodote, ont beaucoup écrit sur les peuples qu'ils appelaient les Libyens, décrivant leurs coutumes, leur organisation sociale. Lorsque Rome a vaincu Carthage et étendu son empire à travers l'Afrique du Nord, cela a initié une nouvelle ère d'échanges culturels intenses. Pendant plusieurs siècles, les régions côtières sont devenues prospères, les plaines intérieures, fertiles sont devenues prospères. Cette période, connue sous le nom de romanisation, n'était pas un simple processus d'imposition. Au lieu de cela, ce fut une négociation complexe où les traditions amazighes locales se sont mélangées aux institutions romaines. Les élites locales, en particulier, ont adopté de nombreux aspects de la vie romaine. Elles ont adopté le latin comme langue de l'administration et du commerce. Elles ont construit des villes avec des forums, elles ont construit des amphithéâtres et participé à la vie politique de l'Empire. Cette intégration a donné naissance à une culture remarquable de multilinguisme. Il était courant pour les personnes instruites d'être bilingues, voire trilingues. Elles parlaient leur tamazight natal à la maison. Elles utilisaient le punique, la langue de Carthage, pour le commerce local, et employaient le latin pour les affaires officielles ou les activités littéraires. Dans certaines régions, le grec était également parlé. Cette capacité à naviguer entre différents mondes linguistiques et culturels caractérisait l'élite nord-africaine. L'influence du peuple amazighe sur la civilisation méditerranéenne est souvent subtile, mais profondément significative. On la retrouve dans la langue, on la retrouve dans la religion, on la retrouve dans la littérature, on la retrouve dans l'organisation sociale. Au cours de siècles de bilinguisme et d'échanges culturels, les élites amazighes ont apporté d'importantes contributions à la pensée classique. L'un des premiers exemples est le dramaturge Terentius Afer. Il était un ancien esclave de Carthage qui a vécu au IIe siècle avant notre ère. Ses comédies, écrites dans un latin élégant, sont devenues des classiques de la littérature romaine. Bien que ses origines exactes soient débattues, son surnom Afer signifie « l'Africain ». De nombreux chercheurs pensent qu'il était d'ascendance amazighe. Une autre figure marquante est Apulée, né au IIe siècle de notre ère à Mador. Il se désignait fièrement comme mi-numide et mi-gétule. Apulée écrivait en latin et son œuvre la plus célèbre, l'Âne d'or, est considérée comme l'un des premiers romans du monde. Ce conte fantastique est rempli d'histoires qui s'inspirent du folklore local et des pratiques religieuses. Il offre une fenêtre unique sur le riche mélange culturel de l'Afrique du Nord romaine. Même saint Augustin d'Hippone, l'un des penseurs les plus influents du christianisme occidental, était un produit de cet environnement. Né au IVe siècle de notre ère, sa mère était une chrétienne romaine. À l'époque moderne, le symbole le plus visible de l'identité amazighe est leur écriture unique, le tifinagh. Cet alphabet ancien a été utilisé pendant des siècles particulièrement par les Touaregs. Ses origines remontent à plus de 2000 ans, à l'ancienne écriture libyque. Aujourd'hui, le tifinagh a été revitalisé et standardisé pour un usage moderne. Au Maroc et en Algérie, il a été officiellement reconnu et est maintenant enseigné dans certaines écoles. Pour de nombreux activistes et leaders culturels amazighes, l'écriture tifinagh est plus qu'un simple système d'écriture. C'est un symbole puissant de leurs racines ancestrales, endurance culturelle et de leurs aspirations pour l'avenir. Le protéger et le promouvoir est considéré comme essentiel pour la survie de leur identité. La lutte pour préserver l'héritage amazighe est fondamentalement un appel à la reconnaissance et au respect. Ce n'est pas un mouvement contre d'autres cultures ou religions.